Compose, épisode 3. C'est tellement déjà compliqué de trouver une idée quand on veut se lancer comme entrepreneur et indépendant, que si on n'est pas animé par cette idée jour et nuit, honnêtement, je ne sais pas comment on fait pour le mener à bien, parce que c'est vraiment le parcours du combattant. Et donc c'est vrai que pour moi, chaque entrepreneur et chaque indépendant lance d'office un projet qui l'anime et qui est lié à ses valeurs. Je pense que, je crois, après, sûrement qu'il y a des exceptions qui confirment la règle, mais pour moi, c'est impossible en tant qu'entrepreneur de lancer un projet dans lequel on ne croit pas. Cette semaine, mon invitée, c'est Charlotte Munzer, styliste et créatrice de la marque CM by Charlotte Munzer. C'est sa passion pour le corps et le fait d'être entourée d'artistes dans sa famille qui l'a amenée à étudier le stylisme à la Cambre, malgré qu'on lui ait dit d'oublier ce métier lors de son année préparatoire. Avec Charlotte, on a parlé de ses stages chez Balenciaga ou Nina Ricci, où elle a été engagée après ses études, du moment où elle a quitté la marque française pour lancer son propre projet, de la fabrication des vêtements qu'elle dessine au Liban, le pays de son papa, des valeurs éthiques et éco-responsables de sa marque. Vous allez parfois l'entendre lors de l'épisode, son adorable chien Stan avait aussi des choses à dire sur le podcast. Je vous souhaite une très belle écoute. Merci Charlotte d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. Avec plaisir, merci à toi. On va parler de ton projet, bientôt de ton projet de stylisme, mais d'abord j'aimerais un peu revenir sur ton parcours. Ça vient d'où cette passion pour le vêtement ? Alors ma passion du vêtement, elle vient d'abord d'une passion plus pour le corps humain en général. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été attirée par l'anatomie. Je ne sais absolument pas expliquer pourquoi. Le plus loin souvenir que j'ai par rapport à ça, c'est mon grand frère qui voulait à l'époque faire des études de kiné et qui avait un squelette dans sa chambre et qui analysait les différentes facettes des os. Et ça me fascinait alors que j'étais toute petite. Et je sais pas, j'ai toujours eu un attrait pour le corps humain. Et d'un autre côté, complètement séparé à ça, pour l'artisanat, vraiment, c'est l'aspect fil, broderie, vraiment les métiers de main, qui m'a été transmis par ma maman, qui était quelqu'un qui adorait l'artisanat et qui savait faire plein de choses de ses mains. Et du coup, je pense que pour moi, le stylisme, c'était la façon de combiner et l'anatomie et cette passion pour l'artisanat. C'est venu comme ça, en fait. Mais j'aurais pu être médecin pour le même coup, parce que j'étais tellement passionnée par le corps que c'est tombé sur les stylismes, mais ça aurait pu être médecin aussi. Et comment tu t'es dirigée alors vers les études de stylisme ? Quel a été le déclic qui t'a fait t'orienter vers ce métier-là ? J'ai vraiment... oui, il y a un moment où je sais pas quel a été vraiment le truc qui m'a fait me rendre compte que c'était le stylisme qui réunissait ces deux aspects que j'aimais. Mais je sais juste que j'ai toujours été fascinée par l'école de la Cambre. Ça, depuis que je suis petite aussi. Alors, je sais pas qui m'en a parlé en premier, ça, je me rappelle pas. Mais je sais que depuis que je suis toute petite, je savais qu'il y avait l'école de la Cambre à Bruxelles. Et pendant mon adolescence, je me suis renseignée aussi sur les autres écoles d'art et de mode en Europe, donc à Londres, à Paris et tout ça. Après, je viens d'une famille où, du côté maternel, il y a beaucoup de peintres et d'artistes. Donc, j'ai toujours pris des cours de dessin et de peinture depuis que je suis toute petite. Donc, ça a toujours été une facette de ma personnalité. Mais c'est vrai que j'avais ce petit truc en tête, la Cambre, si un jour. Mais pour moi, ça me paraissait complètement inatteignable, sachant que j'étais plutôt quelqu'un de assez studieux et qui aime bien respecter les règles et suivre, assez scolaire. Et donc pour moi, la Cambre, c'était vraiment une école antiscolaire où il fallait vraiment se lâcher et tout ça. Donc je pensais pas vraiment y arriver un jour. Et du coup, comment ça s'est passé une fois que tu as commencé ces études-là ? Ça a été à la fin des humanités. J'ai vraiment commencé à me renseigner sur ce qu'il fallait vraiment faire pour rentrer dans une école d'art. Mes parents m'avaient toujours dit qu'ils seraient derrière moi. Après, ma maman avait une passion pour l'artisanat, mais plutôt comme un loisir, pas vraiment professionnel. Elle repatinait des meubles, elle faisait des gâteaux, elle faisait de la broderie. Donc elle touchait à tout, mais sans vraiment en faire son métier. Et du coup,
aucun lien dans la mode. Enfin, la mode, c'est quand même un petit milieu qui paraît très éloigné. Si on connaît personne dedans, on a l'impression de devoir avoir des contacts pour y rentrer, que c'est un monde de requins. Mon père, il travaille complètement dans un autre domaine, donc pas du tout à avoir des contacts pour pouvoir m'aider non plus. Donc eux m'ont toujours dit, voilà, nous, on sait pas t'aider dans la mode, mais on sait te donner les conseils de parents qu'on pense être bien, c'est-à-dire choisir une bonne école. Donc ils m'ont juste imposé de choisir une école avec un examen d'entrée, c'est la seule condition que j'avais, et aussi tant que je pouvais rester dans la filière générale de mes études, si j'avais des bons points et que ça se passait bien. Donc en humanité, j'ai fait sciences maths parce que j'étais assez scolaire, voilà. Et ça se passait très bien. Et c'est vrai que je pouvais faire autant de cours de peinture et de dessin que je voulais, mais en dehors de l'école. Et puis après, fin des humanités, il a fallu choisir un peu ce qu'on voulait faire. Et là, j'ai commencé à me renseigner sur les examens d'entrée, que ce soit à Anvers ou à Lacan, parce qu'on a la chance d'avoir 2 bonnes écoles en Belgique, mais aussi à Londres. Donc j'ai fait des petits stages pendant les vacances de Pâques et d'été, ce qu'on appelle des short courses. Et à Londres et tout ça, ce qui m'a permis déjà de voyager à 15-16 ans, me retrouver à Londres dans un cours de stylisme et tout, je trouvais ça incroyable. Et ça m'a confortée dans l'idée que je voulais faire ça, mais que ça allait pas être facile parce que je voyais, même à 15-16 ans, et même pendant les vacances de Pâques, un petit stage, entre guillemets, de rien du tout, je me rendais compte du niveau des autres et qu'il n'y avait pas beaucoup de place. Et donc j'ai direct compris qu'il allait falloir s'y mettre à fond ou pas du tout. Et que le truc que mes parents m'avaient imposé de l'école avec un examen d'entrée, en fait, c'était pas plus mal. Parce qu'au moins, j'étais pas partie pour faire mes études et puis ne pas trouver de boulot après. Donc voilà, j'ai fait ces cours, j'ai pris des cours de modèle vivant, de peinture, de tout ce que je pouvais en dehors. Je m'amusais pas forcément à faire des petites robes et des trucs comme ça, bizarrement. Je savais pas forcément très bien coudre non plus. Et tes dessins, c'était déjà beaucoup des dessins de vêtements ? Non, justement pas. C'était plutôt du modèle vivant, beaucoup de modèles vivants. Justement, au rapport au corps et à l'anatomie, j'étais passionnée de modèles vivants. Ouais, non, c'était pas forcément des vêtements non plus. Mais le vêtement, c'est vraiment venu parce que pour moi, c'était la façon de jouer avec du textile autour d'un corps. Mais à la base, j'étais pas du tout focalisée sur l'idée de créer un vêtement. J'aurais pu très bien devenir plasticienne, sculpteuse avec du tissu. Ça aurait été ou chef, parce que pour moi chef, j'adore manger. Mais pour moi les chefs c'est aussi c'est un peu la même démarche que dans le stylisme, c'est-à-dire qu'ils prennent des éléments bruts et ils composent quelque chose avec. Et toute forme d'art est une sorte de composition. Et du coup moi c'est plus comme ça que je vois le stylisme, c'est plus une composition avec une matière brute qui est le tissu que de créer un vêtement cool et à la mode et qu'on a envie de porter à la prochaine saison. Donc c'était plus ça. Et donc dans cette démarche-là et ce que je pensais du stylisme, la cambre se mettait parfaitement bien parce qu'eux ont une démarche très sculpturale et justement pas très vêtements, en tout cas pendant les études. Et donc ça collait parfaitement à ce que je voulais faire. Et comment tu as vécu ces années d'études du coup ? Est-ce que tu as réussi à lâcher un peu prise, à être moins studieuse comme tu le disais ? J'ai pas trop eu le choix. Déjà, j'ai passé l'examen d'entrée directement en sortant de mes humanités, où là, on m'a bien fait comprendre que j'étais un peu trop studieuse, mais que j'avais du potentiel. Donc, ils ont été assez bienveillants. Ils m'ont juste dit, voilà, là... j'étais dans une école avec un uniforme, limite je suis arrivée en uniforme à l'examen d'entrée. Il y avait des gens qui venaient de partout avec des looks pas possibles. Donc je faisais un peu tâche. Et donc là, ils m'ont dit, voilà, c'est juste un peu trop studieux et junior pour l'instant, mais il y a un potentiel. Faudrait juste faire une année préparatoire, parce que c'est vrai que j'étais un peu trop formatée dans le système général. Et donc là, eux m'ont conseillé d'aller faire 1 an préparatoire à Anvers. Et en fait, c'est considéré comme une 7e année d'humanité. Donc c'est comme si j'avais fait toutes mes humanités avec option art, mais en 1 an. Ce qui était pas mal, parce que du coup, moi, c'est ce que mes parents n'avaient pas vraiment voulu que je fasse. Donc j'avais fait sciences maths, et là, ça me permettait de rattraper un peu mon retard en 1 an, d'apprendre le néerlandais, c'était pas plus mal, d'aller vivre à Anvers, qui est quand même une ville...
super inspirantes en Belgique au niveau de la mode et qui bougent pas mal à ce niveau-là. Et donc voilà, je suis partie à Anvers, ça s'est décidé en 2 semaines. Et cette année-là, bizarrement, n'a pas du tout été tournée sur le vêtement non plus, parce que c'est une année qui regroupe tous des gens qui ont plus ou moins le même profil que moi, qui savent pas trop s'ils veulent faire des études artistiques ou pas, donc qui veulent pas perdre plus qu'1 an, disons, à découvrir s'ils veulent aller là-dedans ou pas. Mais ça regroupe toutes les options de l'Académie d'Anvers. Donc c'est lié à l'Académie d'Anvers. Mais donc j'étais pas du tout qu'avec des gens qui voulaient faire stylisme, j'étais avec des gens qui voulaient faire peinture, sculpture, gravure, typographie. Et donc de nouveau là c'était 1 an où on a fait du dessin, de la peinture, hyper expérimental. Et ça m'a vraiment ouvert encore plus les yeux, ça m'a conforté dans l'idée que je voulais faire une voie artistique. La seule chose, c'est qu'à la fin de cette année-là, les commentaires du jury, c'était il faut pas que tu fasses un truc... parce que quand on parle d'artistes plasticiens, c'est vrai que le stylisme n'est pas forcément considéré toujours comme une démarche artistique en tant que telle, parce que c'est très commercial, en fait, le stylisme. On est lié à... forcément, il faut vendre. Et donc, c'est considéré comme moins noble que quelqu'un qui va être sculpteur ou peintre. Et donc, c'est vrai que je ne sais pas si c'est lié au fait qu'il y avait beaucoup d'artistes dans ma famille. Donc, moi, j'ai toujours peint et sculpté, des trucs comme ça. Eux m'ont dit, il faut que tu fasses ça, absolument. Et le stylisme, tu laisses tomber. Donc, il faut que tu te lances soit en peinture, soit en sculpture. Oublie le stylisme. Donc c'était un peu la fin de cette année-là, j'étais là mince, c'est pas du tout ça que je voulais entendre. Entre guillemets, je sais que je sais peindre et dessiner, mais c'est pas du tout. J'ai toujours envie de garder ça dans ma vie, mais j'ai pas envie d'en faire mon métier. Je trouve que c'est hyper compliqué comme carte de visite à notre époque. Après, je suis hyper admirative des artistes évidemment qui se lancent, mais moi je me voyais pas me lancer dans 5 ans de peinture et puis être peintre après. Et c'est quelque chose qui me stressait. Et donc je me suis dit, bon, tant pis, je le fais quand même. Et donc j'ai bien fait, parce que du coup, après ça, je suis retournée passer l'examen d'entrée de la Cambre. Ils m'ont pris. Donc ça, c'est cool. Et puis voilà, c'est parti pour les 5 ans là-bas. Et après, je me suis plus trop posé de questions. Une fois, c'était vraiment plus cette année artistique qui m'a aidée, mais en même temps qui m'a mis un peu le doute là-dessus. Et puis, tes premiers stages, ça a été dans des grandes maisons plutôt en France, dont Nina Ricci. À la Cambre, on est obligé de faire un stage chaque année pour valider son année. Donc ça, c'est hyper bien. En même temps, c'est assez stressant quand on est en première, qu'on n'a aucun contact et qu'on ne sait pas trop qui contacter pour avoir un stage. Donc moi, j'ai pris le parti de commencer par des stages justement très locaux. Donc j'ai commencé... Mes 2 premiers stages, c'était des stages à Bruxelles, chez des jeunes créateurs. Il y en a un, maintenant elles sont plus dans le stylisme, elles sont devenues justement un peu artistes. Mais ça s'appelle Christ. C'est 2 filles justement qui étaient diplômées de la Cambre, qui à l'époque avaient lancé une marque de vêtements, mais maintenant ça s'est redirigé plutôt comme un projet artistique. Mais c'est très très beau ce qu'elles font. Et donc elles, c'était un peu aussi la facilité du réseau La Cambre. Donc d'être, parce qu'en première année, c'est assez compliqué d'avoir un bon stage. Et donc ça, c'était assez cool parce que elles sont des anciennes élèves, donc elles savent... Elles savent ce que c'est. Voilà. Donc j'avais commencé par ça. Et aussi un autre créateur belge qui lui avait fait Anvers. Je trouvais ça intéressant de faire 2 stages d'abord en Belgique, chez des anciens élèves de ces 2 écoles-là. Et puis alors c'est seulement en 3e année où là j'ai fait un stage chez Balenciaga. Là c'était un peu le gros saut directement, j'avais jamais habité à Paris. Donc là c'était une expérience incroyable. Et du coup là c'est vrai que tous les autres stages que j'ai fait après, je les ai fait à Paris, dans des grandes maisons aussi, parce que c'est plus facile, une fois qu'on en a fait un, il y a toujours quelqu'un qui connaît via quelqu'un et c'est plus facile. Donc là, oui. Et alors mon dernier stage, ça a été chez Nina Ricci, où là j'ai été engagée du coup après mes études. C'était une chance. Donc c'est pas mal ce système de stage parce que ça ouvre des portes et c'est exactement ça qu'ils veulent. Mais c'est vrai que sur le moment même, c'est quand même un peu une histoire de chance et de contact et de tomber aussi au bon moment quand les maisons cherchent quelqu'un. Donc il faut avoir un peu de chance. Et quand ce sont des grandes marques, du coup, comme ça,
Comment tu arrives à t'imposer en tant que petite stagiaire belge, entre guillemets? Comment tu fais ta place un peu dans cet univers de marques de luxe, de grandes marques? Justement, je pense qu'il faut justement pas vouloir s'imposer du tout. La Cambre nous prépare quand même bien à ça. Ils nous mettent bien les pieds sur terre. Ils nous répètent beaucoup entre guillemets, on est personne et c'est très très bien. Il y a d'autres écoles où j'ai l'impression, en ayant rencontré après des élèves diplômés de ces écoles-là, où justement ils forment les élèves à devenir directeurs artistiques. Donc ils sont vraiment formatés à devenir des directeurs artistiques et donc ils ont cet ego un peu plus développé. À la Cambre, on nous forme plus à être un couteau suisse. Donc on nous dit que c'est pas facile, on nous explique qu'il faut être polyvalent, flexible, tout le temps dispo, ouvert à toute opportunité. Et donc on arrive dans ces stages et c'est vrai que je pense qu'on est hyper débrouillard. Enfin, moi j'ai l'impression que les élèves de la Cambre sont assez débrouillards et donc ça les maisons adorent en fait. Parce que les maisons ils prennent des stagiaires au studio ou en développement ou machin, mais en fait ils ont juste besoin de mains qui les aident et il faut surtout pas commencer à se dire ah non moi je suis pas là pour faire ça, je suis étudiant en stylisme donc je ne ferai que du stylisme. Ça je pense qu'on dure 2 jours si on sort ça. Après il faut pas non plus accepter de servir le café pendant 4 mois, c'est pas ça le but non plus, mais je pense qu'il faut gagner la confiance des gens parce que les gens c'est des maisons où ils ont énormément de boulot donc ils n'ont pas tout le temps de prendre le temps pour toi. Donc il faut savoir, c'est vraiment une dose de discrétion, de se rendre dispo au cas où quelqu'un a besoin d'aide. Il y a des journées où moi j'ai passé des journées à être assise sur ma chaise où personne n'avait besoin de moi et j'étais là, bon, ça va être long. Mais tout d'un coup, quelqu'un te remarque et dit ah t'as pas envie de faire ça et en fait même si c'est un truc qui est pas forcément le truc le plus cool de la planète, bah tu le fais bien et puis du coup ça va. C'est vraiment gagner la confiance des gens au début parce que eux, il faut pas oublier qu'ils voient des stagiaires tous les 3 à 6 mois. Donc, et puis il y a des stagiaires de tout niveau, il y a de tout. Donc, ils attendent pas le stagiaire comme un messie tombé du ciel. C'est plus à nous d'être là et de dire voilà, je suis là pour aider, n'hésitez pas à me demander quoi que ce soit. Et c'est plus que, en tout cas, bon, je parle que en mon nom évidemment, mais moi j'ai fait comme ça et en général c'est super bien passé. Et rester hyper modeste et humble parce que faut pas oublier qu'on a de la chance d'être là, qu'il y a plein d'autres élèves qui voudraient être à notre place et que même observer, même si on nous demande rien, mais juste observer, ben c'est déjà un apprentissage. Donc moi je partais du principe que même les journées où j'en ai pas fait beaucoup, des journées assises sur ma chaise où j'ai rien fait, mais ça est arrivé, ben du coup j'en profitais pour vraiment observer, essayer de capter les personnalités des stylistes et du coup le jour où ils allaient me demander un truc, je savais que lui, c'était un peu l'extraverti du groupe, donc j'allais pouvoir être un peu plus rigolote avec lui. Et par contre, elle, j'avais compris que c'était la sérieuse, donc elle, il fallait pas les déconner sur les horaires et les trucs comme ça. Donc même juste observer, c'est déjà des points de gagner. Si on est à l'intérieur d'une grande maison, c'est déjà super, quoi. Et donc tu le disais, après être engagée du coup par Nina Ricci, qu'est-ce que ça t'a fait quand on t'a dit voilà maintenant tu ne seras plus stagiaire, ce sera vraiment un contrat avec une grande marque? C'est marrant, j'ai encore des frissons. C'était trop bien. Enfin, c'est vraiment le truc que chaque étudiant attend, parce que c'est vrai qu'on peut enchaîner des stages et avoir. C'est aussi une question de chance. Il faut avoir fait le stage au bon moment, que ça se soit bien passé, et puis être là quand ils ont besoin de quelqu'un et qu'ils ont le budget pour engager. Donc c'est vrai que c'est hyper fort une question de chance. Moi, je sais que chez Nina Ricci, il y avait une stagiaire qui était venue avant moi, dont tout le monde parlait. Qui s'appelait Mathilde, que je n'ai jamais rencontrée, mais, et que tout le monde adorait. Il disait « Ah, mais Mathilde, tu t'entendrais très bien avec elle. » Et je me disais « Mais cette pauvre Mathilde, tout le monde en parle et elle ne doit même pas le savoir. » Et c'est vrai que quand j'ai été engagée, je me suis dit « Mais en fait, c'est moi, mais ça aurait pu être elle. » C'est juste que moi, je suis arrivée 6 mois après, où en fait, ils ont débloqué un budget. Et donc, c'est vraiment une question de chance aussi. Et donc ça, j'en étais vachement consciente. Donc j'étais encore plus contente et je savourais encore plus ce qui m'arrivait. Après, c'était pas non plus hyper facile à gérer parce que c'est vrai que du vendredi au lundi, je suis passée de stagiaire à styliste junior, mais les autres stagiaires étaient toujours stagiaires. Donc mes potes de stage étaient devenus un peu, pas mes stagiaires, mais en fait les personnes que je devrais un peu driver. Donc c'est vrai que
cette transition-là n'était pas facile. Après, une fois qu'on a changé de stagiaire, c'était plus facile parce que c'était des nouvelles têtes et du coup, c'était moins... J'avais pas ce sentiment de « Ah, tu veux bien faire ça, s'il te plaît ?» et en fait, de ne pas me sentir légitime. Je me sentais un peu plus légitime. Mais c'est vrai que la transition, j'étais hyper contente. En même temps, je pouvais pas non plus exploser de joie par rapport aux autres. Et puis avoir une espèce de petite autorité tout en restant proche des stagiaires parce qu'il y a 2 semaines, j'étais encore dans leur cas. C'est vrai que oui, c'est de nouveau une question de modestie et de tenir sa place, je pense. Mais non, c'était un super bon souvenir. Et malgré les expériences que tu avais déjà par les stages, par les études, tu as l'impression d'avoir beaucoup appris durant ces quelques années chez Nina Ricci? Oui. Pour moi, les stages m'ont autant appris que les études. Et si j'avais su ça avant, je pense même que j'aurais fait une année sabbatique que de stage. Parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui font ça, qui ont, en 3e année, ils ont fini leur bachelier. Avant d'attaquer le master, ils prennent 1 an et ils font 1 an de stage, 2 gros stages de 6 mois. Parce que c'est vrai que pendant l'été, on peut faire que 2-3 mois. Donc c'est assez court. Et forcément, les stagiaires de 2-3 mois, on leur donne des tâches beaucoup moins chouettes que les stagiaires qui restent 6 mois. Après, je dis ça, mais je sais que j'avais vraiment envie d'être diplômée pas trop tard. Donc je sais pas si... Mais je sais, maintenant, c'est facile de dire avec du recul, je l'aurais fait. Alors, je sais pas vraiment si je l'aurais fait, mais pour moi, en fait, on apprend limite plus en stage que pendant ses études. Ces études, on apprend sur soi-même, de développer sa boîte à outils créative, de qui on est en tant que styliste. Et encore, parce qu'on a quand même envie de plaire aux profs. Donc, moi, je sais que pendant mes études, je me demandais beaucoup moins qui je suis en tant que styliste que maintenant que j'ai mon projet à moi, évidemment. J'avais plutôt envie d'avoir mon côté scolaire, j'avais envie d'avoir des bons points, de réussir mon année. Et donc, parfois, je me disais, ah, ça va leur plaire, et je me posais même pas la question si ça me plaisait à moi. Ça, c'est pas bien non plus. Mais en stage, on n'est pas là pour s'exprimer soi-même, en fait. On est plutôt là pour aider le projet du directeur artistique à se mener à bien, en aidant et en étant là comme backup des équipes de stylistes qui sont déjà là et qui, eux, sont les forces créatives. Donc, en stage, au final, on ne nous demande pas trop notre avis sur est-ce qu'on trouve ça beau ou pas. Et du coup, c'est 2 apprentissages complètement différents. Mais c'est beaucoup plus concret, parce qu'on voit la vraie vie, on voit le vrai défilé, l'envers du décor, les nuits blanches. Donc, ouais. Et ça conforte aussi, parce que les études sont tellement loin de la réalité du métier que moi, mes études, j'ai bien aimé, oui, mais c'était dur. C'était vraiment dur justement de plaire à ses profs, de se dire que quand même, c'est quand même des études où c'est assez subjectif. Donc, ils disent que c'est beau ou pas beau, mais en fait, si on se dit que si on avait eu un autre prof, ça aurait été une réponse différente. Donc, c'est très subjectif, et ça, moi, j'avais un peu du mal avec ça. Tandis que les stages, c'est très concret. Et du coup, moi, c'est ce qui m'a confortée dans ce métier, c'est que j'adorais mes stages, même si mes études, parfois, j'en avais vraiment ras-le-bol. Et après, par contre, en tant que styliste junior, là, tu dois plaire à la marque pour laquelle tu travailles. Finalement, c'est pas un peu similaire, entre guillemets, au fait de plaire aux profs? Oui, ou là, tu peux plus t'exprimer? C'est un peu un mélange, parce que du coup, quand on est styliste, on rentre un peu dans la cour des grands. En même temps, styliste junior, c'est la cour des grands, mais moyen grands, quoi. Il y a quand même encore des personnes au-dessus de nous, entre le directeur et nous. Moi, j'avais la chance que chez Nina Ricci, c'était une toute petite équipe, et que le directeur artistique était vraiment quelqu'un... est toujours quelqu'un qui aime s'entourer de très peu de monde autour de lui. Et donc, j'étais vraiment dans la bulle rapprochée. Et donc, en même temps, il faut se glisser dans sa tête, comprendre ce qu'il a en tête pour le prochain défilé et créer des choses qui sont en lien avec l'histoire qu'il veut raconter. Mais en même temps, lui, il est styliste aussi. Donc, lui aussi, il fait des modèles dans son bureau et il ne s'agit pas de ressortir exactement ce qu'il, lui, a pondu la veille, ce qui n'a aucune valeur ajoutée pour lui. Donc, entre guillemets, s'il m'a engagée, c'est parce que j'avais mon truc à moi aussi. Et donc, c'est un subtil mélange de raconter l'histoire que lui a dans sa tête, mais apporter le petit plus qui fait que j'aurais pas le même croquis que mon copain d'à côté. Donc, c'est vraiment sentir... de nouveau, c'est vraiment... Je pense qu'il y a beaucoup d'humains dans ce métier. En fait, il faut vraiment sentir quand on peut proposer une idée ou pas. Parfois, il y a des jours où le directeur artistique n'a pas du tout envie d'entendre l'avis des autres.
il faut absolument se taire et comprendre qu'il est dans une phase où il a besoin de se reconcentrer sur lui. Et il y a des phases où on sent qu'il a besoin de se nourrir de ce qu'on peut apporter. Et là, on peut ramener des tas d'images sur son bureau et discuter. Mais c'est vraiment... les métiers créatifs, c'est des métiers où on sort nos tripes. Et les directeurs artistiques, ils ont une pression vraiment qui est immense sur leurs épaules. Un défilé, on ne se rend pas compte des tas de gens qu'il y a derrière. On pense juste au créateur artistique, c'est lui qui signe la collection. Mais il a cette pression pour toute cette équipe qui travaille derrière. Et donc, il faut vraiment... c'est pour ça, on dit toujours qu'ils ont des égos, mais c'est parce qu'ils ont une pression aussi qui va avec. Et donc, il faut vraiment sentir les choses. Mais donc, ouais, c'est vraiment un mélange. Mais donc, c'est vrai que les études et le stage, c'était le parfait mélange pour, justement, c'est pour ça que je trouve que la Cambre est tellement formatrice. C'est parce que pour moi, ça prépare exactement au futur métier dans une maison, en tout cas. Et puis, en mai 2019, donc, il y a ta marque, CM by Charlotte Munzer. Comment tu as décidé de te lancer ? Et c'était pas du tout prévu. Justement, c'est venu parce que le directeur artistique pour qui je travaillais est parti, ce qui arrive très fréquemment dans les maisons, mais c'est vrai que c'est toujours un peu un déchirement parce qu'en fait les équipes sont un peu les dernières personnes au courant. C'est des contrats qui se signent de façon confidentielle et il est parti. À l'époque on le savait pas, mais il partait pour ailleurs. Mais voilà, donc voilà, notre leader un peu à tous part. À ce moment-là, on se doute que du coup la maison cherche un nouveau directeur artistique. Mais un nouveau directeur artistique veut dire des nouvelles équipes en général. Parce qu'en tant que styliste, on est souvent... on s'est tellement plongé dans l'univers du directeur artistique qu'en général, le nouveau qui arrive, il n'a pas envie d'avoir eu les stylistes qui ont travaillé avec celui d'avant. Ça peut arriver que en fait, les univers collent aussi. Mais en général, si le directeur artistique change, les équipes changent. Donc c'est toujours des périodes de stress. Moi, j'avais vécu ça en stage chez Balenciaga parce que quand j'étais en stage, justement, il y avait un changement de directeur artistique chez Balenciaga. Donc c'est quelque chose que j'avais vécu avec du recul. Mais donc, quand on a su que le directeur artistique partait chez Nina Ricci, j'ai su que ça allait pas être une super cool période. Mais j'avais eu la chance de déjà avoir vécu ça ailleurs. Mais du coup, là, on se retrouve à devoir faire une collection un peu tout seul, sans leader. En général, les maisons ne mettent pas beaucoup de budget pour ces collections-là parce que justement, c'est des collections qui ne sont pas signées. Donc voilà, devoir créer une collection, mais sans vraiment de budget, c'était un peu... puis sans vraiment réel lead inspirant. Et c'était pas facile. Et du coup, c'est vrai qu'on avait beaucoup plus de temps pour nous parce qu'un directeur artistique, quand même, impose un rythme. Là, on faisait nos croquis, les robes étaient validées, voilà, on pouvait aller prendre l'apéro. C'est vrai que c'était vachement plus court comme collection. On a dû créer moins de modèles parce que moins de budget. Donc, on a fini cette collection assez rapidement. Mais du coup, j'avais du temps que je n'avais jamais eu, quoi. Je pouvais me balader à Paris un mardi à 17h, ce qui n'était jamais arrivé. J'avais mes week-ends pour moi. Donc ça, c'est vrai que j'avais du temps. Et du coup, du temps pour réfléchir aussi. Me rendre compte que quelque part Paris c'était super cool, mais en fait il y avait une petite voix qui me disait que j'allais pas faire long feu ici non plus parce que voilà, moi j'étais je suis toujours en couple avec un indépendant aussi qui a lancé son projet en Belgique et qui fonctionne très bien, donc qui n'allait pas bouger à Paris. Donc je me suis dit bon, ok, combien de temps on va faire un peu nos carrières chacun de nos côtés. Donc c'est des questions, quand on est dans le feu de l'action, on se les pose pas. Donc là, les questions commencent à se poser. Et puis la manière, le fait de ne pas avoir de budget pour une collection, je me disais, en fait, moi, sans directeur artistique, j'ai pas cette espèce de flamme qui m'anime. Et du coup, c'est un peu comme ça où, pour contrer le fait qu'on n'avait plus qu'on nous donnait pas beaucoup de budget pour acheter des beaux tissus, je me suis dit, mais pourquoi on va pas rechercher dans des anciens stocks ce tissu-là de l'année passée, je sais qu'on l'a pas utilisé, on l'a utilisé en rose mais pas en bleu, il est trop beau, pourquoi on le ressort pas? Et c'est un peu comme ça. Et puis on me disait non, mais on peut pas réutiliser des tissus que l'ancien directeur artistique a développés parce que tu comprends, il va croire qu'on copie ce qu'il a fait alors qu'il est plus là, donc les acheteurs vont être... ça va embrouiller tout le monde. Et puis il y a les nouveaux directeurs artistiques qui arrivent, donc il faut donner une image de renouveau et pas justement d'aller rechercher dans le passé.
Je dis oui, mais c'est du gaspillage. Enfin, personne sait que c'est un tissu de l'ancien directeur en soi. Enfin, voilà. C'est un cachemire bleu. Nous, on l'a utilisé en orange. On l'utilise en bleu. Qu'est-ce que ça peut faire? Et du coup, je comprenais pas trop ça. Et en fait, surtout, à force de vouloir faire passer cette idée, je me suis rendu compte des stocks de tissus qui dormaient et qu'on n'utilisait pas. Et donc, petit à petit, c'est vrai que cette question, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais en faire, machin, tout. Et puis j'en parle un jour à mon copain, il me dit mais ce sera jamais rentable, c'est impossible, laisse tomber, en faisant vite des calculs, lui est très commercial et cartésien et très dans les chiffres et il me dit mais regarde, il faut que tu vendes X robes pour que ce soit rentable, laisse tomber. Et je me suis dit mais je suis sûre qu'il y a moyen, je suis sûre qu'il y a moyen. Et puis du coup là on était en juillet et en fait il y avait un renouvellement de contrat qui devait se faire pour moi et où j'attendais un peu des récompenses de tout le travail que j'avais fourni. Récompenses qu'on m'a pas forcément données parce qu'on m'a dit oui, tu comprends, c'est une période difficile, on change de directeur artistique, donc finalement le budget qu'on avait alloué pour toi, en fait on l'a pas. Et là j'étais là, en fait ça fait 6 mois qu'on est tout seul, qu'on doit driver ce bateau, personne ne nous dit rien, on sait même pas qui seront nos boss en septembre. Je donne mon énergie comme une folle. Il y avait beaucoup de gens de l'équipe qui étaient partis. Donc je m'étais retrouvée avec plein de trucs en plus à faire. Et je me suis dit, bon, ben, tu sais quoi, montre que t'es là, rends-toi indispensable. Donc au lieu de devoir faire juste les robes, je devais faire les robes, plus ça, plus les t-shirts, plus les cuirs, plus les machins. Et pour qu'on me dise ça à la fin, j'étais vraiment, bon, ben, vous savez quoi, si c'est comme ça, alors non. Et c'était à commencer à non. J'étais à bah non, en fait, je signe pas. Enfin, c'est comme ça. Et c'était, ah oui, mais du coup, ton contrat se termine vendredi. Et j'étais là, oui, bah ok, je pars vendredi. Mais on était vendredi, donc il me restait une semaine à bosser là-bas. Et j'étais là, ah oui, ok, en fait. Enfin, et là, ils ont dit, oui, prends ton après-midi pour réfléchir. Il était genre 14h30. J'étais là, oui, ok, je prends mon après-midi. Je suis partie, j'étais à Gare du Nord. Et là, j'ai appelé mon mec en pleurs, genre, je pars de Paris, je redéménage en Belgique. Et t'as qu'est-ce que tu te racontes? J'étais là, oui, je te jure, je pars. Il me reste une semaine en gros et je dis je suis dans le train, viens me chercher à la gare dans 1h15. Et là, j'étais en larmes et en même temps j'étais là, ça y est en fait, je savais que j'allais pas rester à Paris. Maintenant c'est fait, mais qu'est-ce que je vais faire? Enfin, c'était vraiment, et j'étais, bon, je peux pas revenir en arrière parce que maintenant que la décision est prise. Et puis je me disais, en plus, si c'est pour trouver un nouveau boulot, repasser des entretiens et tout, ben, je vais être relancée dans un truc où je serai coincée pendant de nouveau 2-3 ans à Paris. Donc voilà, ma décision est prise, même si c'était un peu un coup de tête et un peu un coup de bluff, ben tant pis, je le fais quand même. Mais du coup, c'est vrai que j'étais là, bon, je me laisse l'été, donc c'est les vacances, on est fin juillet. De toute façon, j'avais mes vacances qui étaient planifiées parce que j'avais congé chez Nina Ricci. Mais en septembre, il faut savoir un peu. Puis septembre passe et cette idée de récupérer des tissus était toujours là. Et pendant ces vacances-là, ben, je suis retournée au Liban en vacances voir ma grand-mère un peu comme chaque été. Et là, je sais pas, je me suis dit bah, autant profiter pour faire quelques ateliers, on sait jamais. Ce serait cool de faire un peu des fringues ici, why not, de promouvoir l'artisanat local. Puis bah, via, bon, j'ai vu beaucoup d'ateliers horribles, mais via, j'ai trouvé un atelier qui était vraiment bien, qui avait la capacité de grandir, qui avait l'air hyper open d'apprendre de mes connaissances aussi. Parce que c'est vrai que de base, c'est un atelier qui faisait des finitions assez bas de gamme. Et moi, j'aurais dit oui, mais moi, je voudrais travailler vraiment en définition comme j'ai appris dans le luxe. Mais ils étaient tout à fait ouverts à ce que je leur explique comment je voulais faire les choses. Et puis je me suis dit, bah, tu sais quoi, j'ai quand même rien d'autre à faire. Bah, lançons quelques modèles. Qu'est-ce que je perds? Et donc, je lance quelques modèles. Et en plus, j'avais récupéré en partant... en vidant mes tiroirs, ben, j'avais 2-3 tissus que les collègues disaient « Ah, qui veut ça? Je vais le mettre à la poubelle. » Et moi, j'étais « Ah non, je me ferai une jupe dedans. » Donc, j'ai récupéré un peu ces 2-3 bouts de tissus dans mon déménagement de Paris. Je me suis dit bah, « Lançons une chemise, lançons une robe, lançons un truc. » Et puis, les premiers modèles sont arrivés comme ça. Puis, je me suis dit « C'est pas mal, c'est bien fait quand même. » Puis, le prix tient la route. Le tissu, il faudrait voir combien je peux le négocier. Puis du coup, j'appelle mon ancienne collègue et je dis, mais tu vois les rouleaux que vous n'utilisez pas et qui sont là-bas, genre, est-ce qu'il y aurait moyen de les racheter? Elle était là, bah oui, je pense, pour toi, ce serait OK, on se connaît. Et donc tout s'est mis un peu comme ça en place. Et en fait, bah, au final, c'était plus facile que ce que je pensais parce que les choses se sont alignées. Et la première collection est arrivée vraiment comme ça, en fait, en 6 mois. Donc j'ai commencé à réfléchir à ce truc en septembre. En octobre, j'ai lancé un peu des modèles comme ça.
Et puis en mai, la marque sortait. Et est-ce que tu te rendais compte, du coup, à ce moment-là, que tu étais en train de lancer ta propre marque? Vu que tout a été assez vite, Oui, parce finalement. qu'on s'en rend compte quand même, parce qu'il faut quand même investir des sous. On retombe vite à la réalité. Oui, produire une vraie collection. Les 2-3 modèles que j'ai produits, ça c'était un peu de la blague, c'était plus pour m'amuser. Je me suis dit, au pire c'est moche, et au pire c'est beau, je les file à mes copines et ça me fera des fringues pour cet hiver, et voilà. Mais quand il s'agit de lancer une production, là il faut acheter les tissus, les envoyer là-bas, ça devient directement des plus gros chiffres. Comme j'ai perdu ma maman il y a maintenant 6 ans, donc ça faisait 4 ans, j'avais un peu tout de côté qu'elle m'a laissé. Donc je me suis dit, tu sais quoi, mes frères, ils ont acheté un appart, ils ont investi, je sais pas, ils ont refait leur jardin, leur garage, machin. Moi, je vais prendre une partie et je vais l'investir dans moi. Vu que j'avais pas envie d'acheter un appart à ce moment-là, ni rien. Et donc, mais bon, forcément, quand on voit ces chiffres, on se rend compte que c'est pas juste un hobby et que c'est un vrai projet. Mais du coup, c'est pour ça que moi j'ai mis un peu les bouchées doubles parce que je me suis dit il faut que ça sorte vite ou ça sortira pas. Donc il faut pas que je me laisse 1 an et demi pour peaufiner le bazar, pour faire un business plan bien carré. Moi, je me suis dit il faut que ça sorte soit dans 6 mois, soit quelqu'un d'autre va le faire parce que c'était vraiment, ça paraît hyper récent, mais il y a 2 ans, on parlait beaucoup moins d'upcycling et de récupérer des tissus. Maintenant, il y a des marques, toutes les semaines sur Instagram, je vois des marques qui se lancent en récupérant des chutes et des stocks. Tant mieux. Mais c'est vrai qu'il y a 2 ans, on n'en parlait pas trop. Donc je me suis dit, il faut que je le fasse vite, sinon quelqu'un d'autre va le faire. Et puis au moins, comme ça, moi, je vais bosser. Je savais que j'étais capable de bosser beaucoup. Et comme ça va m'occuper, quoi. Et donc j'ai contacté Jobin Design, qui est un espèce de hub d'entrepreneurs créa à Liège, mais ils sont aussi basés... ils ont une structure aussi à Louvain-la-Neuve. Et je me suis dit, bon, ça, c'est le premier test. Je pitch mon projet. Et eux, en fait, choisissent un peu les projets qu'ils veulent. Oui, non, ils te remettent un peu les pieds sur terre, genre, c'est pas du tout rentable, t'y arriveras jamais. Et eux avaient l'air tellement emballés par le projet. Ils m'ont dit, non, mais c'est génial. En plus, t'as déjà tout, t'as déjà les tissus, t'as déjà ton atelier, t'as déjà ça, t'as déjà fait les prix. Bon, les prix, c'était vite fait parce que moi, j'avais la TVA et tout ça, je connaissais rien du tout. Mais ils avaient l'air tellement emballés, je me suis dit, bon, eux, ils voient des gens toute la journée qui leur proposent des projets multiples et variés. S'ils trouvent le mien trop bien, c'est pas juste mon papa et mon copain qui me disent que c'est cool. C'est eux, justement, ils avaient tendance à dire mais t'es sûre et tout. Mais je me dis, eux, c'est vraiment des pros. Ils voient que ça toute la journée, des projets de créa qui veulent se lancer. Et donc là, je me suis dit, bon, si eux valident, j'y vais. Même si au final, l'entourage était un peu plus genre, t'es sûre. Mais voilà, donc j'ai pas trop calculé le truc, j'avoue. Ça, c'est pas très bien de dire, parce que normalement, on dit qu'il faut faire un beau business plan, un beau machin. J'avoue, j'ai pas fait tout ça. Mais justement, tu as décidé de te faire accompagner par Jobin, donc tu sentais vraiment que tu avais besoin aussi d'un peu de coaching pour oser te lancer. Enfin, c'était nécessaire d'avoir cet avis extérieur sur ton projet pour te lancer? Toute seule, franchement, le matin, surtout quand... Allez, 1 an préparatoire à Anvers, 5 ans à la Cambre, avec des étés qui sont pas vraiment des étés parce qu'on les passe à Paris à bosser dans des maisons. Directement après Paris, où j'ai bossé... après, je me plains pas du tout, c'était une chance, mais c'est vrai que j'étais en non-stop depuis presque 7-8 ans, en fait. Sans compter les humanités et les primaires, bon. Mais donc en septembre, c'était la première fois que j'avais du temps pour moi. Mais en même temps, c'était hyper stressant, mais en même temps, genre, je pouvais faire des grasses mat, machin. C'était pas l'été, donc c'était pas les vacances officielles où on a le droit de prendre du temps. C'était la première fois où j'avais du temps alors que les autres bossaient, quoi. Mais donc c'est vite un truc assez dangereux, ça, parce qu'il faut réussir à se lever, à se mettre derrière son bureau, à être devant une feuille blanche et se dire ok, alors maintenant, ce top, qu'est-ce que je vais faire, la marque, comment je vais l'appeler. Donc je me suis dit, il faut quand même que j'ai quelqu'un qui m'appelle toutes les semaines et qui me dise alors Charlotte, qu'est-ce que t'as fait cette semaine, même si eux, ils vont pas vraiment t'engueuler si t'as pas bossé, mais juste de me dire... de nouveau, mon côté un peu scolaire, le petit prof qui va me dire « Alors, qu'est-ce que tu as fait cette semaine ?» De nouveau, j'ai ce côté où
si je sais que quelqu'un va m'appeler pour me demander où j'en suis, je vais faire le travail. Donc, c'était plus ça. Et aussi, toutes les questions de prix de revient, calcul de la TVA, savoir comment se lancer en tant qu'indépendant. Parce que n'ayant jamais travaillé en Belgique, en fait, j'avais pas droit à des aides, chômage ou quoi que ce soit. Alors, oui, je me suis inscrite au Forum, mais autant vous dire que les offres d'emploi de styliste, je crois, ils ont bien rigolé. Je me souviens encore quand je me suis inscrite au Forum, ils ont dit on va quand même regarder. Mais styliste n'était même pas dans la liste des métiers. Enfin, ils peuvent pas taper. Enfin, c'est un espèce de déroulant. C'était même pas dans le déroulant, donc ils savaient même pas quoi mettre comme métier. Donc je me suis dit ok, bon, c'est pas demain qu'ils vont m'appeler pour un job, quoi. Donc voilà, j'ai bien compris qu'il fallait que je me bouge les fesses toute seule ou pas, et donc le fait d'être accompagnée par un des coachs, ça aide quand même. Et donc le concept alors de CM, donc c'est vraiment faire une marque éthique qui opte vraiment pour le circuit court, l'économie circulaire, etc. Enfin, explique-nous du coup ton concept. Mais du coup, CM, c'est une marque qui est entièrement basée sur les principes d'économie circulaire et du zéro déchet. Donc les deux grands fondements de la marque, c'est vraiment, premièrement, d'utiliser que des matières qui existent déjà. Donc je travaille exclusivement, que ce soit pour les tissus ou les cuirs, avec des stocks oubliés de grandes maisons. Donc via mes contacts que je rachète et tout ça. Et l'idée est d'utiliser tout ce tissu jusqu'au moindre petit bout, donc d'avoir vraiment des modèles qui gaspillent un minimum de tissu. Et dans nos chutes, on crée d'autres choses, donc des chouchous, des sacs, enfin tout ce qu'on peut créer pour vraiment maximiser l'utilisation de ce tissu. Justement parce que c'est des super beaux tissus. Donc, à partir du moment où on travaille avec des belles choses, c'est comme le gaspillage alimentaire, de nouveau. Hein, si on a des beaux produits, des beaux légumes, l'utiliser en entier. Donc là, c'est le même principe. Et le second chapitre du projet, c'est d'aider à ma manière mon deuxième pays, donc le Liban, et de prouver que... si même moi qui suis à moitié libanaise, mais je parle pas la langue, j'ai pas été élevée là-bas, même si j'ai été élevée dans une culture un peu forcément libanaise via mon papa, quand je vais là-bas, je suis considérée comme une Européenne. Je suis plus considérée belge que libanaise, surtout que je ressemble à ma maman et pas à mon papa, physiquement. Si moi j'arrivais à lancer un projet en lien avec ce pays, n'importe quel Libanais ou même autre, n'importe qui peut le lancer. Hein. Et ce pays a vraiment besoin qu'on investisse là-bas parce qu'ils ont un savoir-faire de dingue, mais pas que dans le stylisme ou dans la confection de vêtements, dans plein de secteurs. Mais c'est vrai que c'est un pays qu'on a toujours entendu parler pour des mauvaises nouvelles. Encore l'été dernier, l'explosion au port de Beyrouth. On entend toujours parler du Liban pour des choses très très tristes, mais on ne se rend pas compte du potentiel de ce pays et qu'il en a vraiment vraiment besoin. Et donc c'était aussi un peu un espèce de pied de nez en disant ok, tous les Libanais, c'est super d'aller faire vos études à l'étranger, parce que c'est très libanais d'envoyer ses enfants faire les études aux États-Unis, dans des très très grandes écoles. Il faut absolument que les gens reviennent et apportent ces capacités au pays, parce que sinon en fait tout le monde part et c'est vraiment la fuite des cerveaux. Et tout le monde connaît un Libanais autour de soi. À chaque fois que je dis que je suis libanaise, ils disent ah mais j'ai un copain libanais qui travaille mais comme médecin ou comme ingénieur. C'est toujours des gens très 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 intelligents et qui sont très bien placés dans des grosses structures, mais il y a personne qui revient au Liban. Et donc mon but c'était un peu genre les gars, moi je parle pas, j'ai jamais vécu là-bas, j'ai fait un stage là-bas, oui, parce que j'avais envie de revenir un peu aux sources. Donc j'ai fait un stage pendant mes études là-bas. Mais si moi j'y arrive, franchement n'importe qui peut le faire, quoi. Et donc voilà. Et donc juste la notion de zéro déchet et d'économie circulaire, ça c'est quelque chose qu'il a fallu bien expliquer, parce que c'est vrai qu'ils en sont pas encore là-bas. C'est pas du tout leur priorité. Et donc quand j'ai expliqué à mon atelier justement le niveau de finition que je voulais et qu'il fallait rien jeter, même pas le petit morceau de tissu, que tout allait se réutiliser, même si je ne l'utilisais pas dans la collection juste après, il fallait le garder et l'utiliser dans la collection d'après. Ça a été quelque chose où ils étaient là, limite ils me prenaient pour une radine en fait. Ils se disaient mais c'est quoi cette meuf qui veut rien acheter? Elle a un problème compulsif.
Et donc ça, maintenant, ils ont compris. Mais au début, je voyais vraiment qu'ils me prenaient pour une tarée, qu'ils voulaient rien jeter. Et, mais donc, c'est cool parce que petit à petit, au Liban, ben, c'est toujours comme ça. Après des périodes de crise, il y a toujours un peu des nouveaux projets qui se lancent. Et il y a beaucoup de projets qui se lancent justement tournés vers plus éthique et plus écologique. Et donc, c'est marrant parce qu'il y a 2 ans, tout le monde me prenait pour une folle. Et maintenant, ça commence plus en plus à se développer. Et c'est important pour toi de mettre vraiment toutes ces valeurs qui te sont chères dans ton projet professionnel? Oui, bah, c'est surtout que je sais pas trop comment faire autrement, dans le sens où euh, pour moi, quand on lance enfin, c'est tellement déjà compliqué de trouver une idée quand on veut se lancer comme entrepreneur et indépendant, que si on n'est pas animé par cette idée jour et nuit, ben, honnêtement, je sais pas comment on fait pour le mener à bien, parce que c'est vraiment le parcours du combattant. Et donc c'est vrai que pour moi, chaque entrepreneur et chaque indépendant euh, lance d'office un projet qui l'anime et qui est lié à ses valeurs. Je pense que, enfin, je crois, après, sûrement qu'il y a des exceptions qui confirment la règle, mais pour moi, c'est impossible en tant qu'entrepreneur de lancer un projet dans lequel on ne croit pas et où on se dit ah oui, ça c'est vraiment à l'opposé de mes valeurs, mais je suis sûre que ça va bien marcher donc je vais le lancer. Le quotidien est quand même pas évident tous les jours et donc à mon avis, ça va, enfin c'est impossible de faire autrement, en tout cas à mes yeux. Et en plus, je trouve que c'est d'autant plus beau que de me dire que ben, ce projet, c'est moi, mais c'est aussi mes parents quelque part, parce que la moitié, c'est ma maman, ben, avec le côté artisanat qu'elle m'a appris. Ma maman était quelqu'un qui détestait gaspiller, qui gardait ses vêtements super longtemps. Elle nous faisait toujours On en rigole souvent avec mes frères, parce que elle nous faisait tout le temps des remarques comme quoi elle nous achetait de nouveaux vêtements, mais elle avait ses vêtements depuis 30 ans. Mais à l'époque, nous, on voyait pas le côté prendre soin de ses vêtements et garder les pièces le plus longtemps possible. On se disait plus, bah oui, ça se voit, t'as vu, c'est complètement ringard. On répondait plutôt ça que de se dire, en fait, ce qu'elle veut nous dire, c'est qu'il faut prendre soin de ses affaires et qu'à partir du moment où on prend soin de ses vêtements et qu'ils sont de bonne qualité, on les garde longtemps. Évidemment, maintenant que j'ai un peu grandi, je me rends compte de ce qu'elle voulait dire, mais quand on a 15-16 ans, on pense pas à ça. Et puis de l'autre côté du projet, c'est le côté un peu libanais, de mettre cette culture en avant. Et du coup, c'est plus mon papa. Donc c'est chouette de me dire que ce projet, c'est 100% moi, mais c'est surtout aussi 50% mon papa et 50% ma maman. Et toi, justement, c'est ça que tu as envie, c'est de proposer aux gens des vêtements qu'ils peuvent garder sur le long terme parce que ce sont des bonnes matières de base, mais qui sont aussi uniques parce qu'ils ne sont pas faits en quantité astronomique comme dans l'industrie, en fait. Oui, tout à fait. Donc, moi, je ne m'inscris pas du tout dans une marque qui a envie d'être la marque tendance de la nouvelle saison à tout prix. Évidemment que j'ai envie que les gens trouvent ça beau et à la mode et dans l'air du temps. Mais ce qui m'importe plus, c'est que chaque pièce reste. Et à partir du moment où je sais d'où viennent les tissus et je sais que les tissus seront beaux dans le temps, moi j'ai un espèce de devoir de styliste de pas faire quelque chose de trop pointu et trop spécial au niveau de la coupe pour justement que cette pièce s'inscrive dans un maximum de saisons et qu'on puisse la ressortir dans 2-3 ans et se dire ah en fait elle me va toujours aussi bien et j'ai envie de la porter. Donc c'est vraiment ça l'idée de la marque, c'est de produire peu mais que chaque pièce trouve vraiment son propriétaire et reste dans sa garde-robe. Après évidemment que j'imagine qu'il y a des pièces qui se revendent en seconde main et tout, mais même en seconde main, qu'elle puisse trouver un nouveau propriétaire qui va la garder quelques saisons et que justement elle puisse passer de main en main, comme ça me plaît aussi. Donc c'est vraiment une idée qui me plaît, c'est que mes vêtements vont rester dans des garde-robes et ressortir de temps en temps et pas forcément être mise 50 fois en 6 mois et puis plus du tout quoi. Donc et puis jeter, parce que ça c'est vraiment ce qui me ferait trop mal au cœur, c'est que mes vêtements finissent à la poubelle. Mais bon, ça je comprends pas comment on peut jeter des vêtements, mais ça c'est un autre débat. Mais évidemment quand on voit les marques de fast fashion et tout ça, on porte le t-shirt 3 fois et puis il ressemble plus à rien.
franchement, à part le jeter ou faire un torchon avec, il n'y a pas d'autre option. Donc ça, c'est aussi, c'est aussi en fait montrer que ça existe des vêtements qui sont pas trop chers et qui résistent au temps. Parce qu'on s'est habitué à cette espèce de médiocrité en pensant que si on voulait pouvoir s'habiller avec un budget pas trop énorme, c'était pas forcément de la bonne qualité, mais en fait c'est faux. C'est juste que les marques chères, en fait, elles font une marge de dingue, et les marques pas chères, elles font une marge de dingue aussi, mais c'est de la merde. Et donc c'est un peu ça aussi, le projet CM, c'est montrer qu'on peut s'habiller sans claquer son loyer et avoir de la qualité derrière. Et un service qui va avec aussi. Parce que ça, le service, on a un peu oublié ce que c'était. Quand tu parles de service, c'est vraiment le fait que voilà, tu peux retoucher le vêtement pour la personne pour que vraiment ça lui aille parfaitement. Oui, alors ça, c'est un peu le petit plus des pop-up parce que je fonctionne donc sur rendez-vous au showroom, en ligne, mais aussi sous forme de pop-up. Après, évidemment, en ligne, c'est plus difficile d'avoir ce rapport proche au client parce que c'est via un écran, donc c'est plus compliqué d'avoir ce service-là. Mais j'ai un service clientèle derrière par mail et tout ça. Mais c'est vrai que c'est le petit avantage quand on prend rendez-vous au showroom ou qu'on vient dans un des pop-up, c'est que les pièces sont ajustées à la personne. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir un service presque sur mesure, compris dans le prix, qui me demande beaucoup de temps. Alors ça oui, ça je dois reconnaître que ça me prend pas mal de temps, mais pour moi c'est de nouveau, ça fait partie intégrante du service et de la marque que j'ai envie de fonder. Évidemment que je sais que si j'ai envie d'être plus rentable, c'est la première chose que je dois supprimer. Mais pour moi, ça fait vraiment partie du truc, c'est qu'on est tous différents, aussi bien hommes que femmes. On a tous des corps, tous des morphologies, tous des corps différents. Et c'est très bien comme ça. Et on ne pourra jamais tous être pareils. Et du coup, les marques de vêtements, elles s'inscrivent dans un espèce de stéréotype de forme. Et donc on sait que cette marque-là, il faut être grand et mince. Cette marque-là, on peut être un peu plus rond et petit. Je trouve ça un peu... moi, je voulais pas ça. Je voulais pas habiller un certain type de corps. Et donc c'est ça aussi, c'est que les retouches, ça fait partie de cette démarche de ne pas vouloir habiller un seul type de personne. Mais c'est impossible de créer un modèle... Enfin, si c'est possible, mais c'est super rare. La collection serait beaucoup plus petite d'avoir un modèle magique qui va à tout le monde. Donc ce système de retouche me permet d'ajuster les pièces et que ce soit pas nous qui devions faire régime pour rentrer dans un jeans, mais plutôt le jeans qui s'adapte et qui met en valeur chaque paire de jambes. Ça relie vraiment le fait que depuis toute petite, tu as un intérêt pour le corps. Finalement, tu as trouvé comment mettre en place cet intérêt pour le corps dans ton projet. Ouais, oui, c'est vrai. Enfin, j'avais jamais réfléchi à ça. J'avais jamais fait ce lien. Oui, peut-être. Je sais pas. J'avais jamais... Pour moi, c'était plus... oui, sûrement, oui. Mais j'avoue, j'avais jamais réfléchi à ça comme ça. Pour moi, c'était plus le fait que je suis née dans une famille de grands. Je suis super grande. Je suis pas... je fais 1m78, je suis pas non plus un petit bâton sans être hors norme non plus. Mais c'est vrai que j'ai des formes. Là, je suis enceinte de 8 mois, donc forcément, j'ai une forme qui est pas comme d'habitude. Et c'était plus... comment je peux faire des pièces qui me vont à moi et aussi à une copine qui fait 1m50 et toute mince. Comment je fais pour habiller elle et moi en même temps. Et c'était plus ça. Donc j'avais vraiment envie que toutes mes copines puissent s'acheter au moins une pièce chez moi. Et toutes mes copines sont différentes. Et puis c'était la même démarche pour les hommes. C'est-à-dire que j'ai 4 frères. Oui, à part le fait qu'ils sont tous grands, parce qu'on est tous grands dans la famille, ils sont tous très différents. Et c'est la même chose chez les hommes, en fait. Et chez les hommes, il y a encore moins d'offres que chez les femmes. Dans le sens où, en tant que femme, on sait les marques qui nous vont et qui nous vont pas. Chez les hommes, on a les marques un peu cheapos. On n'a qu'à tomber pile dedans, mais si on sort de la norme, on est direct sur le sur-mesure qui coûte un bras. Et il n'y a pas du tout cette espèce d'offre milieu de gamme avec un service qui va avec.
on tombe direct dans des prix de fou, en fait. Et c'est pour ça que les hommes sont peut-être moins portés, parce qu'ils ont leurs pièces. Les hommes ont cette démarche déjà plus consciente de base, je pense. Ils achètent des très belles pièces. En général, les hommes qui bossent dans des bureaux, ils se font deux ou trois chemises sur mesure pour le boulot, qui sont nickel. Et ils savent qu'ils doivent mettre un peu le prix, mais c'est un peu le truc quand tu commences à travailler, tu t'achètes tes belles chemises et ton beau costume, et voilà. Mais il n'y a pas un truc un peu milieu de gamme avec un service et où on peut se faire un peu plaisir sans que ce soit forcément pour le boulot ou pour le week-end. Un truc un peu polyvalent. Et donc voilà, mais c'est vrai que c'est lié à l'anatomie et au corps. J'avais pas pensé à ça. Tu es fière d'avoir créé un projet qui rassemble à la fois l'inclusivité, le côté éthique, le côté environnemental, d'avoir su créer tout ça dans un projet à toi? Bah oui, évidemment, quand on en parle comme ça dans une discussion, c'est hyper valorisant. Après, au jour le jour, c'est vrai que je me lève pas tous les matins en me disant « Oh, je suis trop fière de moi, j'ai trop assuré ». C'est des petites joies du quotidien. Hein. C'est une cliente ou un client qui va envoyer un message en disant je suis trop content de ma nouvelle pièce, merci, j'ai eu que des compliments. C'est le copain ou la copine de quelqu'un qui connaissait la marque qui va venir et qui va dire ah, elle m'a un peu traînée, mais en fait je suis trop contente d'être venue parce qu'il y a trop de trucs qui me plaisent et j'arrive pas à choisir et tout me va et ça m'arrive jamais. Et c'est plus des petits bonheurs comme ça du quotidien où je me dis oh, ça c'est trop bien d'entendre ça. Donc oui, c'est hyper valorisant. Après voilà, c'est pas facile hein, au jour le jour, surtout après une période comme on vient de connaître. Et voilà, et c'est un peu un challenge, c'est aussi se poser les bonnes questions, à quel point j'ai envie de grandir, à quelle vitesse. Et grandir, ça veut dire faire des choix, sacrifier certaines choses. Donc voilà, là c'est un peu, oui, ça fait 2 ans, tout pile que la marque existe. Forcément, ça me prend énormément d'énergie. Moi, je vais rentrer dans un nouveau chapitre, je vais devenir maman, donc il y a des questions qui se posent. Est-ce que j'ai envie de mettre toute cette énergie dans mon projet qui est mon premier bébé. En même temps, j'ai mon vrai bébé qui va arriver. Donc, il y a les choix qui vont s'imposer. Comment déléguer? À qui? Tout ça coûte de l'argent. Donc, oui, il y a un peu les défis du quotidien qui s'imposent. Et voilà. Mais bon, moi, j'ai pas envie de grandir trop vite. J'ai pas envie de ne pas grandir du tout. Parce que je pense que ce projet a du potentiel et peut grandir de façon saine. Mais c'est pas facile de faire les bons choix, surtout quand il y a de l'argent en jeu, en fait. C'est directement ça. On a peur de se tromper, quoi. Je vais te poser la dernière question du podcast, c'est la question rituelle. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait, d'un point de vue personnel ou professionnel? Qu'est-ce que j'aimerais oser faire? C'est plus... c'est pas vraiment oser le verbe que je dirais, c'est plus qu'est-ce que j'aimerais faire et que j'arrive pas encore à faire, parce que oser, je suis pas quelqu'un qui a peur, j'avoue, j'ose assez facilement. Que ce soit dire ce que je pense ou faire, je suis plutôt une fonceuse, mais c'est plus oser me sentir légitime. Aussi bien dans ma vie perso que dans mon projet, en fait. Parce que ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai tendance à beaucoup m'excuser, à dire ah, je suis désolée, je veux jamais déranger. Mais ouais, oser me sentir légitime et oser me dire ok, là c'est bon, j'ai assez travaillé, je peux prendre mon week-end, je suis légitime de prendre 2 jours, je le dois à personne et j'ai le droit. Et aussi bien dans ma vie perso de me dire oui, même si je suis indépendante et entrepreneur et que j'ai pas le projet qui rapporte le plus de millions pour l'instant. Et ben, je suis légitime, c'est un vrai métier et vraiment me positionner plus comme une dirigeante d'entreprise, même si c'est une petite entreprise, que comme un petit artisan, voilà. Donc oui, oser être légitime, je crois, ça c'est peut-être la prochaine étape. Mais je crois que être maman, ça aide à se sentir légitime. On se sent utile, je sais pas. On va voir.
Merci Charlotte. Merci beaucoup Julie. Merci à Charlotte d'avoir accepté mon invitation et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez découvrir sa marque, le lien vers son e-shop se trouve dans les notes de cet épisode. J'espère que cela vous a plu et si c'est le cas, abonnez-vous à Compose sur Instagram, Facebook ou Twitter, mais aussi sur la plateforme de streaming que vous êtes en train d'utiliser. Et puis laissez-moi des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. À bientôt pour un nouvel épisode.